Salut tout le monde, merci beaucoup de regarder une nouvelle interview d'auteur. Aujourd'hui, je suis avec Léa Herbreteau. On va en apprendre beaucoup plus sur sa vie, tout ce qu'elle fait. Salut Léa, Salut, bonjour à tous. ça va? Oh bah oui, ça va. Et toi, ça va? Impeccable. Super. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour l'interview. C'est Bah cool. écoute, ça me fait super plaisir. Je suis très contente. Trop bien. Merci encore d'être là. Mm. Du coup, je vais commencer très cash. Est-ce que tu peux nous parler en quelques mots de toi, un petit peu, de ce que tu fais dans la vie, pas dans la vie, et le reste, quoi. Bah alors, je m'appelle Léa, j'ai 30 ans. Bonjour Léa. Bonjour. Euh, alors, je suis écrivain à temps partiel. Non, pas du tout. Je travaille dans une entreprise, mais à côté de ça, donc j'écris depuis. Je fais partie de ces auteurs qui disent qu'ils écrivent depuis toujours, machin. Ouais, C'est vrai que j'ai toujours écrit. Et j'ai arrêté pendant que j'étais étudiante parce que je passais trop de temps à faire la fête. Et j'ai repris une fois que j'ai commencé à être une adulte et à travailler parce que le monde du travail m'a fait réaliser à quel point c'était plus important pour moi d'écrire que de me consacrer. Enfin, c'est horrible ce que je veux dire. C'est plus important pour moi de me consacrer à une passion, à quelque chose qui m'anime vraiment que d'être uniquement dans mon travail. Du coup, il y a quelques années, j'ai repris sérieusement l'écriture. J'ai écrit pas mal de manuscrits qui n'ont servi à rien. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs dans mon cas. mhm, Et l'année dernière, du coup, j'ai publié mon premier roman. Pendant cette année, il est sorti au mois de janvier. ouais, Et aux éditions Calman Lévy, Les Contours de la mélancolie. Donc, je suis très mhm. contente, très fière. Et voilà, sinon, je suis quelqu'un de plutôt sympa. Ouais, t'as l'air. Je suis obsédée par mes cheveux et je C'est une galère à obsession, trouver un. obsession saine ou malsaine, cette histoire? Ça dépend des périodes, franchement. Mm. Je peux vraiment passer des soirées entières sur des vidéos de cheveux sur YouTube. Donc Ah, ok. voilà. Donc voilà, c'est un peu mon secret honteux. Donc, voilà. Ok, je comprends. Bah, je vais noter ça. Ouais, merci, c'est gentil. Et du coup, bah, c'est vrai que c'est un petit peu. Alors, ça peut être un peu cliché l'idée de l'écrivain qui a toujours voulu écrire. Tu vois la phrase un peu clicheton. Depuis tout petit, j'ai toujours rêvé de machin. Ok. Ouais, c'est ça. Mais parfois, c'est vrai. Et en fait, il Mhm. n'empêche que ça puisse être un cliché, ok. Mais bah, en fait, il s'avère qu'il y a des gens qui ont toujours voulu écrire, qui ont toujours voulu peindre, qui ont toujours voulu aller sur la Lune ou d'autres trucs. Ouais, c'est ça. Et toi, du coup, globalement, est-ce que tu as un âge à partir duquel tu as commencé à écrire des trucs? J'ai le souvenir de quand j'étais vraiment minuscule. Enfin, je devais savoir lire déjà, lire et écrire, donc je devais peut-être avoir 6 ou 7 ans. J'avais écrit une histoire d'amour complètement nulle dans mon petit cahier, tu sais, des petits cahiers pour enfants, et Ouais. j'avais collé des images de magazines dessus pour faire la couverture et tout. Enfin, donc ouais, j'ai toujours pris ça très à cœur. Et quand j'étais en sixième, j'ai écrit mon premier roman. Je sais même plus comment ça s'appelait, c'était vraiment Tu l'as pourri. plus? Si, je l'ai toujours. J'ai Ah, c'est j'ai- j'ai cool. récupéré. Non. Je pourrais le trouver, mais ça prendrait 3 plombes. Mais Hmm. j'en ai écrit plein. Mais c'est toujours des histoires d'amour, tu sais, hyper cucu, hyper nunuches. Je sais pas. Je lisais beaucoup des Cœurs Grenadines à l'époque. Je sais pas si tu connais. Ah, ouais, C'est ouais, je connais, ouais. Ouais. les petites romances pour adolescentes que je prenais à la bibliothèque. Et du coup, j'écrivais pas mal de petits livres comme ça. Mais ouais, mais du coup, je pense que quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment pour ambition d'écrire des grandes sagas, tu sais, des grandes sagas amoureuses, des trucs comme Autant n'emporte le vent et des choses comme Mhm. ça. Hmm. Et je pense que j'avais jamais réalisé, et j'ai réalisé très tard, que d'écrire, c'était pas juste mettre des mots les uns à la suite des autres, c'était aussi apprendre à créer des histoires, faire des Ouais, structures, des personnages. Et ça m'a pris beaucoup de temps avant de me l'admettre que je ne savais rien faire, en fait. Et c'est pas juste d'avoir cette espèce d'énergie, cette envie d'écrire que tu l'as, c'est bien joli, mais il faut en faire quelque chose de plus concret et de plus soigné, quoi. c'est clair. Ça m'a pris du temps avant de le comprendre. Ok. Et Mais, comment t'as fait pour le comprendre? je vais te raconter ma vie, tu vas en avoir marre. Bah, on est là pour ça, hein. Quand j'étais à la fac, enfin pas quand j'étais à la fac, mais quand j'ai quitté la fac et que j'ai commencé à bosser, voilà, j'ai eu un peu une espèce de, de fracture dans ma vie, tu sais, un peu en mode ah ouais, le travail c'est ça, mais c'est terrible. Enfin, je le Hmm. vivais très mal d'être. Mon premier boulot, c'est pas très bien passé, hein. J'étais un peu
j'étais un peu la sous-fifre, tu sais, je bossais dans une Ok. entreprise et il fallait que je fasse des tableurs Excel toute la journée, c'était pas spécialement intéressant. Pas ouf. Et du coup, j'ai commencé à écrire beaucoup à côté le soir pour me, bah, tu sais, pour me dépenser, entre guillemets. C'est un peu comme quand tu vas faire ton footing, ben moi, j'allais écrire. T'as écrit? Voilà, c'est ça. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai eu un manuscrit complet, mais il avait aucun sens, tu vois. J'arrivais pas à écrire la fin, les personnages étaient incohérents, c'était tout pourri. Enfin, c'était pas tout pourri parce que ça reste quand même quelque chose que j'aime beaucoup, mais ça n'avait pas de sens. Et là, je me suis dit, mais putain, mais comment ça se fait que les autres auteurs, ils y arrivent et pas moi? Qu'est-ce que je fais qui va pas? Et c'était à l'époque où Samantha Bailly, tu connais sans doute Samantha Bailly, avait sorti ses premières vidéos sur l'écriture. Ah oui. Et là, elle donnait des conseils. Et j'étais là, mais est-ce que ça existe, des conseils sur l'écriture? Moi, je pensais que c'était genre inné, tu vois. Tu savais écrire ou tu savais pas écrire. Tu naissais avec une plume dans la bouche et tu savais écrire des trucs de ouf. Alors que, bah, non, c'était long, c'était très chronophage. Il fallait apprendre à écrire, il fallait se louper plein de fois avant d'arriver à un truc qui fonctionne. Et c'est comme quand tu vas à l'école pour apprendre à être banquier ou comptable. Et ben, il faut faire pareil, il faut apprendre, quoi. Et là, ça a été un peu une révélation dans ma vie, ouais, carrément. Donc, c'est là que j'ai commencé à me poser des questions sur pourquoi j'écrivais, comment je pouvais faire pour y arriver, à faire des milliers de milliards de textes juste pour voir, pour pousser des trucs. Et même encore aujourd'hui, c'est pas parce que j'ai publié un livre que je vais pas régulièrement sur Internet ou consulter des bouquins pour en savoir plus sur comment écrire. Mmh. Oui, c'est intéressant parce que finalement, Samantha Bailly, alors je me trompe peut-être, mais il me semble que c'était un peu la première sur Internet, en tout cas en format vidéo, à donner des conseils du coup d'écriture. Il y a toujours plus ou moins eu des blogs en France, oui ça. Ouais. Il y a toujours plus ou moins eu des blogs qui le font, sauf que du coup c'est moins attirant, moins attrayant et la visibilité est plus petite du coup que. Ben oui. Mais surtout, moi, surtout ce qui m'avait choqué, c'est qu'à l'époque, j'avais jamais eu l'idée de chercher, y compris sur des blogs. Enfin, je veux dire, mais des blogs qui parlent d'écriture avec des très bons conseils. Il y en a plein. Il y en a vraiment des super bons, des gars qui sont super, des gars et des filles qui sont super calés, hyper pointus. Ouais. Et enfin, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai jamais pensé une seconde que je pouvais chercher des conseils, quoi. Et qu'il existait une espèce de science de l'écriture, enfin une théorisation en tout cas du truc. Mais oui, c'est vrai que Samantha Bailly avec un format plus audio et puis visuel, c'est vrai que ça avait ce côté un peu plus attractif. C'est clair que c'était plus intéressant. Ouais, ça joue. Ouais. Oui, si, j'y ai pensé tard. J'y ai pensé il y a, je sais pas, 4-5 ans à regarder sur Internet pour trouver des conseils. Du coup. Ouais, comme moi à peu près. Ouais. Voilà. Donc ça fait pas très longtemps, mais c'est l'époque où elle a commencé en tout cas à faire des vidéos. Voilà. Et j'avais pas non plus pensé à le chercher en anglais ni dans d'autres langues. Du coup, oui. Et en français, c'était la solution. Mais en anglais, il y a quand même des auteurs et AuthorTube qui existent et qui proposent des contenus plus ou moins intéressants. Hein. C'est vrai qu'ils sont tellement nombreux, mais il y en a certaines, c'est surtout des femmes en plus qui font. Donc pour moi, c'est encore plus un pari gagnant. mais du coup, ouais, c'est beaucoup de Jenna Moreci qui qui faisait des super vidéos. Maintenant, elle en fait moins. Je trouve que c'est moins intéressant ce qu'elle fait, mais à l'époque, elle faisait des super contenus. Ça m'a changé la vie, moi, de voir des gens qui parlent d'écriture et qui essaient de te l'apprendre plutôt que de te lancer dans le vide à écrire des trucs que tu n'arriveras jamais à corriger ou à rendre correct, en tout cas. Ouais, c'est ça, c'est compliqué. Ok. Je reviens un petit peu en arrière. Oui. J'avais dit que je parlais beaucoup. Hein. C'est très cool. Non, vraiment, c'est parfait. Du coup, tu as commencé à écrire petite, jeune en tout cas. Tu as dit que tu savais lire. Est-ce que tu as toujours lu? Enfin, en tout cas, dès que tu as pu, tu as lu des livres, tu vois. Et est-ce que, si oui, ça a eu des conséquences sur le fait que tu écrives ou pas? Alors, j'ai toujours beaucoup lu parce que ma mère est documentaliste. C'est la dame du CDI dans les collèges et lycées. Donc, ma mère, les bouquins, c'est toute sa vie. Et mon père, qui est prof, a toujours aimé lire aussi. Donc, on a toujours eu beaucoup de livres à la maison. J'ai grandi entourée de livres. Et ma mère, même avec ses petits-enfants aujourd'hui, elle leur fait bouffer des livres. Pour elle, lire, c'est la vie, quoi. Donc, oui, j'ai toujours beaucoup lu. Et j'ai toujours aimé les livres et j'ai toujours eu envie de lire plus. Même encore aujourd'hui, j'ai toujours l'impression que j'ai pas assez lu. J'ai toujours envie de lire encore plus. Donc, je pense que oui, la lecture a été très, très influente
Surtout, je pense à quand j'étais en CM2 ou en 6e. Alors là, on repart vraiment dans, dans le passé. Ouais. J'ai lu, ma mère m'avait fait lire Les Royaumes du Nord de Philippe Pullman. Ok. À l'époque, j'avais rien compris parce que j'étais trop jeune. Mais c'est là que j'ai vraiment eu une espèce de révélation. Et je me suis dit, putain, c'est magnifique, c'est hyper bien écrit, c'est hyper. J'avais rien compris, mais j'avais beaucoup aimé. Et je me suis dit, mais il faut que j'écrive, tout simplement. Et du coup, et c'était l'époque où il y avait les ordinateurs dans les maisons. Aujourd'hui, tout le monde a un PC, mais à l'époque, quand j'étais petite, c'était pas encore le cas. On avait eu un PC quand j'ai eu 9 ans. Et là, du coup, j'ai commencé à écrire à l'ordinateur des pages et des pages d'histoire. Donc, oui, la lecture, c'est vraiment une partie intégrante de mon travail et de mon évolution d'écrivain. Et il y a eu des plumes que j'ai découvertes qui m'ont fait changer. Je pense à Gabriel Garcia Marquez, que j'adore, Virginie Despentes. Putain, Virginie Despentes. Elle défonce tout. Au-delà de l'histoire, ce que j'aimais, c'était aussi voir comment les auteurs écrivaient, la façon dont ils portaient leurs personnages, comment ils créaient du rythme. J'étais fascinée par tout ça. Et ouais, si, carrément. Je trouve que la lecture, c'est un indispensable de ma vie d'auteur. Voilà. C'est intéressant. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'en fous de l'histoire si la plume est belle, ou que c'est la plume qui est le plus important pour toi, mais qu'il faut quand même qu'il y ait une bonne histoire? C'est compliqué parce qu'il y a certains auteurs dont j'aime la plume, mais quand ils écrivent un livre, une mauvaise histoire, ça me rend folle. Okay. Genre, j'adore Delphine de Vigan, par exemple, et elle a écrit beaucoup de livres que j'adore, mais elle en a aussi écrit un que j'aime pas du tout, qui s'appelle Un soir de décembre, et même s'il était magnifiquement bien écrit, l'histoire était pas terrible, et du coup, j'étais très en colère. Mais le combo gagnant, pour moi, c'est très belle plume plus très belle histoire, mais après, si l'histoire est magnifique, mais que c'est pas très bien écrit, mais que derrière, c'est super prenant et super intéressant, je vais beaucoup aimer. Et par contre, si on a une histoire un peu plus lente, un peu plus contemplative, mais qui est magnifiquement bien écrite, je vais adorer aussi. Okay. Mais ouais, je sais pas, tu vois, je suis pas très. Je pense que je me laisse plutôt porter par les émotions que je ressens quand je lis. Même si l'histoire, comme je te dis, elle est un peu lente, mais que derrière, ça me réveille quelque chose, ça va me plaire. Ouais, parce qu'il y a des auteurs qui arrivent à travers leur plume, même s'il ne se passe pas grand-chose de ouf, ça peut être juste boire un café devant une gare, bah en fait, tu voyages, tu ressens plein de choses. Oui, voilà. Alors qu'en soi, la scène n'est pas ouf, mais elle est décrite d'une façon qui fait que ça te fait quelque chose, quoi. Un petit truc, Oui, bien, pas bien. Il y a un effet miroir, en fait, dans Mm-hmm. ces choses-là. C'est-à-dire que tu suis quand même l'histoire d'un être humain comme toi et tu te vois boire le café. Après, il y a forcément des émotions qui existent aussi à travers ça. Donc, ouais, moi, ce que j'aime, justement, c'est les écrivains qui arrivent à rendre des scènes du quotidien qui a priori, seraient super chiantes, genre effectivement boire un café à la gare, mais en faire quelque chose d'un peu magistral, tu sais. Ça, j'aime beaucoup, justement, percer le quotidien comme ça, j'aime bien. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. D'accord. Et donc, tu as eu de la chance, du coup, de pouvoir faire ça sur un ordi, c'est cool. Ouais. Et tu sais à peu près combien de manuscrits tu as écrit avant le post-études et le choc du monde du travail? Je dirais une dizaine peut-être, mais une dizaine de très mauvais, et sans compter ceux que j'ai jamais terminés. Donc, j'écrivais aussi un peu des nouvelles, mais moins. Mais je les ai pas comptés. Mais quand je te dis que j'écrivais des manuscrits, c'était vraiment c'est pourri, quoi. Enfin, mais tu vois, tu as dit tout à l'heure que des bouquins qui n'ont servi à rien, tu vois. Bah, je sais pas si tu le penses pas, mais du coup, en fait, c'est ce qui fait que tu améliores ton style au fur et à mesure, quoi. Enfin, c'est l'entraînement, et tu découvres toi-même tes limites d'écrivain ou d'écrivaine, je pense, en écrivant, même si on écrit au début de la merde, forcément, c'est pas ouf, quoi. Ouais, oui, c'est vrai que ça permet d'améliorer son style, ça permet de se créer un rapport à l'écriture aussi, de faire en sorte qu'il fasse partie de ta vie, quoi, de ton quotidien, et de savoir ce que ça représente, que de s'asseoir derrière son bureau et de se mettre au boulot. Je me souviens qu'à l'époque, contrairement à aujourd'hui, j'avais aucun problème pour m'asseoir et travailler parce que j'avais aucune pression. En fait, j'écrivais que pour moi, pour me faire plaisir. Jamais je me disais, oh, il faut que je le partage sur Internet, il faut que je l'envoie à une édition. C'était vraiment que pour moi, quoi. Donc, c'est intéressant, ça. C'est différent. Est-ce que ça veut dire que ton rapport à l'écriture a changé, du coup,
entre le moment où tu as décidé du coup d'écrire sérieusement, on va dire, même si ça veut pas dire que c'est sérieux avant, que c'est pas sérieux avant, mais en tout cas pour te faire publier, est-ce que ça a changé quelque chose? Surtout maintenant que tu es publié, que tu as écrit un bouquin, on va en parler après, mais est-ce que ton rapport à l'écriture a changé après? Mon rapport à l'écriture a changé, ouais, clairement. Je pense qu'il a changé, ouais, peut-être pendant mes études, même un peu après. Comme je te disais avant, j'écrivais pour le fun. Enfin, j'avais toujours une ambition derrière d'être écrivain, mais j'avais jamais pensé qu'à l'âge de 15 ou 16 ans, je trouvais une maison d'édition. Enfin, ça me paraissait impensable. Ouais. Et du coup, j'écrivais que pour moi. Mais le truc qui s'est immiscé dans l'écriture et qui est terrible, c'est le stress et la pression en fait, que tu te mets pour écrire. Pour écrire bien, pour écrire beaucoup. Ok. Et Que tu n'avais pas avant? non, pas du tout. Avant, je m'en fichais un peu d'écrire mal. Puis en plus, non, surtout qu'à l'époque, quand j'étais petite, j'avais l'impression que j'écrivais très bien. Tous mes profs me disaient: «Oh là là, Léa, elle écrit bien et tout». Et du coup, je me disais: «Bah, de toute façon, je suis un génie, donc quoi que je fasse, ça va être Ça va formidable». être mortel, ouais. Voilà, c'est ça. Et après, quand tu grandis, tu te confrontes un peu à la réalité du monde et tu te dis: «Ah ouais, non, en fait, c'est pas terrible ce que je fais». Et du coup, je trouve qu'il y a des gens qui arrivent très bien à travailler sous pression en se disant: «Il faut que je me surpasse, il faut que je fasse des trucs Mhm. fous». Et moi, c'est pas du tout mon cas. Au contraire, travailler sous pression, ça me bloque et je peux rien faire. Je regarde des vidéos de cheveux, du coup, Ouais, pour passer bah, au ça temps. marche bien. Bah, c'est vrai que ça dépend. Oui, c'est vrai. Ok. Et tu as fait quoi du coup pour. Tu fais quoi en fait pour gérer ça? Cette nouvelle pression qui est là? Je me laisse pas le choix. Ok. Et il faut je vais faire un parallèle par rapport au sport. Mais alors, je fais du sport parce que sinon je suis encroûtée et malheureuse. Et en fait, j'ai jamais envie de faire du sport, je déteste ça. Et du coup, je me dis toujours, de toute façon, te laisse pas le choix. Tu le fais et comme ça, c'est fait. Et puis, tu te sentiras mieux de l'avoir fait. Ok. Donc, quand je me dis que je dois le faire, déjà, je me laisse pas le choix. Mais par contre, je me laisse l'option d'être nulle. Tu vois, je me Ok. dis, j'ai le droit d'être nulle, que ce soit un G1, oui, un G, JET, hein, G1, le premier G ou un deuxième G. J'ai le droit d'écrire des trucs tout pourris, j'ai le droit que ce soit nul, j'ai le droit de laisser des endroits dans des phrases où il n'y a pas de mots parce que je ne sais plus quel mot je voulais dire. L'important, c'est de faire quelque chose, c'est de continuer à écrire, Hmm. c'est que ça se passe, quoi. Enfin, pour moi, voilà, c'est ça, c'est d'y aller quoi qu'il arrive et de le faire même si c'est pas terrible. Parce que sinon, en fait, je resterais juste assise dans mon coin à pleurer et à dire j'arrive pas, je comprends pas. Mm. Mais ça, c'est intéressant de se dire que. Parce que c'est compliqué, je pense, ça à saisir au début, quand on commence à écrire, ou pour n'importe quel travail un peu artistique, je pense, où il n'y a pas vraiment de barème ni de critères à remplir pour être sûr que c'est bien. On ne sait pas, en fait, Ouais. tant qu'on Ah le non, fait. c'est exactement ça. Ouais. Et du coup, c'est compliqué, je pense, ce cap mental à franchir, ou se dire, bah, en fait, accepter le fait que ça puisse être de la merde, mais Oui, que c'est c'est pas ça. grave, parce qu'en fait, Oui, tu vas le rebosser, quoi. c'est ça. Et que même si c'est de la merde la première fois et que c'est de la merde encore la deuxième fois, ben, il y aura toujours une troisième ou une quatrième fois. Et c'est dur à entendre, je pense, quand tu es débutant parce que tu as envie de t'améliorer très très vite. Ouais. Et tu dis, mais non, mais c'est pas possible que je sois à mon cinquième jet et que ce soit toujours nul. Si, c'est possible. C'est Au tellement possible. contraire, c'est même très probable qu'au bout de la cinquième fois, ce soit toujours pourri. Enfin, là, mon manuscrit que j'ai publié, je l'ai corrigé au moins 6 fois, quoi. Donc, Ah oui, ouais. il faut quand même passer par là. Donc, au contraire, il faut être content de soi, de se dire qu'au bout de la sixième fois, on est encore là, on est encore au garde à vous et on fait Oui. encore des trucs. C'est ça. Ouais. Mm. Et une fois qu'on a accepté ça, c'est là qu'on peut essuyer les trucs parce que j'imagine que pour un premier bouquin, peut-être qu'on s'en rend compte du coup pour les deuxièmes, troisièmes, etc. Mais en tout cas pour le premier, peut-être qu'on se dit bon, un jet et puis c'est terminé et puis après j'aurai une nouvelle écriture à faire. Et en fait, comme tu dis, le fait de rester, en fait, c'est des galons que tu prends dans un sens, tu vois. C'est Ouais, comme tu montes des exactement. niveaux et en fait, du coup, tu peux mieux subir les échecs, mieux subir la pression, mieux subir le rejet aussi, parce que c'est dur Ouais. parfois d'avoir des retours négatifs de la part de ces bêta-lecteurs qui disent bah ça c'est pas cohérent, ça c'est mauvais, ça n'a pas de sens. C'est genre t'as envie que ton truc soit bon, mais il l'est pas et en fait peut-être que même plus il est mauvais, plus tu peux apprendre, je pense même.
Oui, non, mais carrément, c'est ce que j'allais dire de recevoir des mauvais commentaires de ces bêta-lecteurs. Je trouve que c'est... Bon, ça fait mal, tu vois, Ouais. c'est jamais agréable, mais en même temps, ça montre que bah, déjà, tu as quand même fait tu as quand même été de l'avant dans le sens où tu as écrit quelque chose et tu l'as partagé à quelqu'un, et ça, déjà, c'est vraiment pas rien. C'est Et en clair. plus de te dire qu'il y a encore de la place pour t'améliorer, ça veut dire que tu as encore un champ des possibles d'amélioration qui existe et que ça tient qu'à toi. Et il y a aussi un truc que j'ai appris en écriture, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire que tu peux être, comment dire, tu t'es pas voué à être mauvais, en fait. Tu peux toujours t'améliorer. Et moi, au début, comme je te disais, je pensais que c'était inné, que j'étais douée, et que du coup, c'était la fatalité, que j'allais être très forte toute ma vie, alors que pas du tout. Je me suis améliorée, je vais continuer de m'améliorer. Des fois, j'ai l'impression que je régresse même. Donc, il y a quand même plein de biais par lesquels on peut passer pour devenir meilleur, je pense. Non, mais c'est clair. C'est clair. C'est intéressant. Et du coup, toi, est-ce que tu as appliqué une méthode ou est-ce que tu en appliques ou pas du tout? Vraiment va. Ah non, mais c'est terrible, hein. Je suis quelqu'un de très bordélique. Autant dans Ok. ma vie que dans ma tête, j'ai vraiment essayé de tout mon cœur de faire des plans. Et chaque fois que j'en fais, ça me rend triste. Vraiment, je sais pas comment toi tu Voilà. fonctionnes, mais moi, je... Ah, moi, c'est des plans, des très gros plans. Ah ouais, d'accord. Bon, moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai l'impression que ça me casse dans mon rythme, ça m'empêche de développer mes personnages comme je voudrais. Je suis vraiment du genre à dire, je vais faire un truc et on verra ce que ça donne. Ok. Donc, j'ai vraiment pas de méthode, mais ça me porte préjudice, hein. Franchement, c'est terrible parce que Pourquoi? autant des fois ça fonctionne, bah, parce que des fois t'es super bien dans ton truc, t'as bien cerné tes personnages, t'as bien cerné ton intrigue, même si tu l'as pas posé sur le papier pour en faire un plan, ça reste. T'as une idée globale du truc et tu vois à peu près dans quelle direction aller. Mais des fois, tu sais pas trop où tu veux aller, mais t'as quand même l'idée et du coup, tu te lances dans un truc et au bout de 100 pages, t'es là, oula, oula, c'est pourri. Ouais. Et ça, c'est assez terrible. Mais alors que tu dis, si j'avais pris 2-3 semaines pour faire un plan cohérent, ça aurait pu marcher. Mais j'y arrive pas, quoi. J'ai un blocage. Je peux pas, quoi. Non, je comprends. Je comprends. Moi, j'avais essayé de faire ce que tu fais, du coup. Faire Écrire, n'importe quoi. bah, pas n'importe quoi, du coup, mais de me dire que les dieux de l'écriture vont sortir de mes doigts et je vais balancer des trucs qui vont être géniaux direct. C'était nul. C'était nul. Déjà, c'était nul, mais il fallait que ça sorte. Donc, en fait, j'écrivais pas. Et le peu que j'écrivais, c'était nul. Du coup, bah, j'ai dû me résilier à faire des plans. Mais c'est pas très grave, c'est pas le démon. Mais j'aurais préféré marcher comme toi. Mais Bah, moi, je préférerais fonctionner comme toi, honnêtement. bah, comme quoi. Bah, parce que je me dis, mais ça doit être tellement bien d'avoir une feuille de route où tout est prédit à l'avance. Où t'as pas le jour où tu te dis, ah ben, je sais pas quoi écrire aujourd'hui. Ouais. Enfin, donc ça, c'est dur. Non, non, au contraire, je trouve que d'avoir un plan, mais moi, si je pouvais travailler avec des plans, mais je serais ravie. Mais j'ai l'espoir un jour d'y arriver parce que je pars pas complètement à l'aveuglette non plus. J'essaye quand même d'avoir une base de. J'ai 3 éléments sur lesquels je me base, qui sont l'élément déclencheur, le point central, le pivot central et la fin. J'essaie d'avoir toujours ces 3 éléments de clair dans ma tête pour pouvoir avoir au moins une étape A vers une étape C, vers une étape B, vers une étape C. Ouais. Ok. Oui, voilà, je connais bien Ouais. mon alphabet. C'est bien. Donc, merci. Parce que sinon, ouais, là, pour le coup, je serais perdue. Mais des fois, c'est terrible parce que j'ajoute des personnages en plein milieu, mais en fait, ils disparaissent. J'ajoute des scènes, mais j'ai pas de scène suivante qui va être cohérente. Mais bon, du coup, ça rend mes corrections très longues et très compliquées. Ah oui, parce que du coup, je me demandais comment tu fais pour rattraper ça. Est-ce que tu notes au fur et à mesure Je Parce que par pleure. exemple, tu pleures. Oui. Bon, et après avoir bien pleuré, est-ce que, par exemple, je sais pas, il y a un mec qui apparaît dans ton histoire parce qu'il a un rôle à jouer. Est-ce que tu le notes quelque part ou est-ce que tu te dis que tu vas t'en souvenir ou que tu verras où ça mène? Ou est-ce que tu le fais tout de suite, si jamais il devait être présent plus tôt dans l'histoire, tu le modifies? Ou rien de tout ça et tu verras? Alors, ça, c'est en partant du principe que j'ai terminé mon premier jet. Bah non, pendant que tu écris. Ah oui, ah non, moi, c'est on verra. OK. C'est-à-dire que si je vois qu'un personnage est pas très utile, mais que je l'ai mis quand même dans une scène au début du livre,
Je vais pas aller retourner en arrière, corriger et puis faire en sorte qu'il apparaisse pas. Je me dis, en fait, je touche à rien tant que j'ai pas mis le point final à l'histoire. D'accord. Je vais écrire un premier jet intégralement sans retourner. Des fois, je vais relire des trucs pour me remettre un peu à jour parce que vu que j'écris à l'arrache, j'oublie certaines choses. Mais du coup, je touche à rien tant que c'est pas fini. Et pourquoi tu fais ça? Pourquoi je fais ça? Parce que ça me met la pression sinon. C'est toujours... Mais même si le fait de retoucher des idées que tu as eues? Ah non, mais je me dis, si je commence à retoucher le truc alors que je ne l'ai même pas fini, mais je vais y passer ma vie, quoi. Ah ouais, ok. Donc, je préfère avoir un ensemble parce qu'en fait, quand j'ai mis mon point final, j'ai mon premier jet qui est là, il a à peu près cohérent. Et du coup, ça me permet de voir à peu près toute l'histoire. Et effectivement, si là, je me rends compte que tel personnage, il sert à rien, j'enlève la scène ou je la retravaille pour qu'il n'y ait pas ce personnage-là. Ou alors, si je vois qu'il y a des scènes qui, effectivement, sont en trop, qui ne servent pas du tout l'histoire, je les enlève. Donc, et ça va parce que j'ai pas trop de scrupules à enlever des scènes. Je suis pas très attachée à des scènes ou à des personnages. Enfin, ça dépend lesquels, mais si je vois qu'un personnage sert à rien, j'ai aucun scrupule à l'enlever. Ça va. Ça, j'ai pas trop de... Donc, voilà. Oui, ça, c'est ma façon de travailler. Mais elle n'est pas parfaite, hein. Elle n'est pas parfaite du tout. Non, mais t'es globalement... après, on ne rentre pas dans des cases, mais tu es plus ou moins tendance jardinière, quoi, dans ton écriture. Eh oui, c'est ça. Plus ou moins, ouais, mais j'en suis pas très contente, honnêtement. Je préfère être plus organisée. Je pense que tu dois gagner un temps fou. Et puis, ça te permet aussi de développer beaucoup de choses, beaucoup de skills, des capacités. Voilà, je parle anglais, excuse-moi. C'est bilingue. Ouais, c'est ça, exactement. Non, mais ça doit te permettre de bien travailler tes arcs dramatiques, ça doit te permettre de bien travailler certains aspects de la narration. Enfin, même, je pense que, par exemple, moi, j'ai essayé d'écrire un premier jet avec 2 narrateurs. Écrire un premier jet avec 2 narrateurs à l'arrache, c'est compliqué. Hein. Ouais, je ne sais pas si tu imagines le truc, mais non, ça rendait pas grand-chose, franchement. Donc, non, je pense qu'avec un bon plan bien fait, j'arriverais beaucoup mieux, je pense. Mais bon. Okay. Est-ce que tu penses que tu vas réessayer plus tard? Oui, clairement. Je suis un peu monomaniaque, donc malgré le fait que je sois bordélique et incohérente. J'aime bien l'idée du plan, donc je vais réessayer jusqu'à ce que ça fonctionne. Et si ça fonctionne pas, peut-être qu'un jour j'abandonnerai. Voilà. Oui, parce que il y a des possibilités d'avoir des niveaux intermédiaires, tu vois, un genre de 4-4 quelque part entre le jardinier et l'architecte. Il y a des gens qui font, en fait, ils ont les 3 axes dont tu parles, tu vois, qui finalement c'est le minimum à avoir, je pense, pour une histoire. Oui, je pense. Et tu sais, ils jalonnent tout ça de plein d'idées. Parce que tu as les gros tarés qui ont chapitre par chapitre les idées, tu vois, avec les enchaînements entre les trucs. Vraiment bravo. Moi, j'en suis pas à ce niveau-là. Ouais, j'allais te demander si t'en étais là, toi. Mais... Non. Mais il y a des gens qui le font et je trouve ça trop balèze. Et effectivement, comme tu dis, pour l'écriture, ça doit être un kiff total. C'est-à-dire que tu t'assois, tu sais exactement ce que tu vas écrire. Ouais, c'est ça. Tu te poses pas de questions. Mais après, en même temps, quand tu travailles comme ça, est-ce que t'as pas un moment où tu te dis ah putain, mais en fait, si je mettais cette scène-là, si je la tournais un peu différemment, si je faisais intervenir ce personnage-là plus tôt, enfin, t'es forcément pris dans les aléas de l'écriture. Il y a forcément un moment où tu te dis faut que je change tout, quoi. Moi, c'est ça qui me fait peur, c'est de faire un plan puis de me dire en plein milieu du truc, en fait, je change tout. Alors à quoi ça sert d'avoir fait un plan pendant 3 mois Mais c'est peut-être pour ça que t'as pas de scrupule à virer des scènes ou virer des personnages. Peut-être qu'il y a un attachement qui se crée quand t'as passé 3 mois à faire un plan, tu vois. Je sais pas. T'étais là et en fait, tu as bien visualisé la scène, tu as hâte de l'écrire et en fait, quand tu arrives à l'écriture de la scène, tu te rends compte qu'elle n'est pas nécessaire. Coup, ça fait mal au cœur, ça. Peut-être que ça doit piquer de l'enlever. J'ai jamais été confrontée à ça, mais j'imagine que ça doit arriver. Peut-être, parce que franchement, même moi, il y a des scènes que je dis que j'ai pas de scrupule à les enlever, mais il y en a certaines pour qui c'est difficile parce que je sais pas pourquoi t'as certaines scènes ou certains personnages pour lesquels tu les aimes tellement et c'est tellement dur de te rendre compte que tu les aimes et qu'elles servent à rien dans l'histoire. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur, mais voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Non, mais c'est très cool. Du coup, en termes de méthodo, toi, t'es comme ça.
Bah, mais je pars du principe que, comme je te disais, même si j'ai un peu pris de bouteille, mauvais jeu de mots avec ma bouteille, je suis vraiment très très loin d'être l'écrivain que je voudrais être. Je suis très loin d'être une professionnelle de l'écriture et pour moi, j'ai encore beaucoup à apprendre, j'ai encore beaucoup d'erreurs à faire. Et pour faire des erreurs, eh ben, il faut faire du travail, quoi. Il faut écrire, il faut écrire. Et C'est ça. En fait, il n'y a pas trop de ça ne fait secrets. pas. Parce qu'on peut regarder un milliard de vidéos, lire Mm. tous les bouquins qu'on veut sur les conseils d'écriture et tout. En fait, si tu n'écris pas à un moment donné, Ben oui, non, mais ça c'est va ça. servir à rien, quoi. Faut écrire, quoi. Et se rendre compte des erreurs. Et le moment un peu chaud, c'est de le faire lire à d'autres gens. Tu vois, Oui, mais tant que tu n'es pas confronté à ça, en fait, tu peux pas vraiment t'améliorer dans ton écriture. non, c'est clair. Mais le fait de se confronter aux gens, c'est très important aussi. Mm. Quand tu écris tout seul chez toi et que tu es content de ton travail, c'est une chose, mais de le faire lire à des gens, c'est. Mm. Je pense que pour certains écrivains, ça a dû être douloureux de le faire. Ouais, je Enfin, pour pense. moi, ça l'était pas trop, mais. Ça doit l'être. Après, c'est déjà très bien d'être content de ce qu'on fait. C'est un peu l'idée à la base, tu vois. Ouais, oui, non, mais c'est clair. Enfin, moi, je pars du principe que d'abord, il faut écrire pour soi avant d'écrire pour les autres. Ouais, Ça, c'est clair. c'est sûr. Ok, ça marche. Et donc ça, pour ta méthode, c'est bouclé. Merci. Et je me suis demandé, ce bouquin-là, comment tu en as eu l'idée, du coup, de ton dernier bouquin, Les contours de la mélancolie? Comment ça s'est passé? Combien de temps t'as mis à l'écrire, du coup? Bah, écoute, j'espère que tu as du temps. Euh, La conversation, enfin, l'idée m'est venue avec une conversation, suite à une conversation avec ma cousine, qui j'espère ne regardera pas cette vidéo parce qu'elle n'aime pas que je parle d'elle, mais qui en fait voulait avoir mon avis parce qu'elle voulait écrire une thèse, mais elle n'était pas sûre de pouvoir tenir le coup parce que c'est un. Enfin, je sais pas si tu as écrit une thèse, toi, ou ce que t'es. J'ai Non. arrêté juste avant. Ok, ben voilà, donc ça c'est quand même très très grand une thèse, c'est un peu Ouais, dantesque comme idée, ouais. donc il faut quand même avoir beaucoup de ressources psychologiques pour le faire, je pense. Et je lui avais dit, écoute, si tu n'as pas envie d'écrire une thèse parce que tu te sens pas capable psychologiquement de le faire, non pas que tu n'aies pas les ressources intellectuelles pour le faire, Mm. t'es pas obligé. Et du coup, ça m'a fait me poser des questions sur le fait de choisir son travail en fonction de ses capacités psychologiques, à savoir si tu es quelqu'un de très très stressé, est-ce que tu vas accepter un boulot très stressant alors que tu ne demanderais jamais à quelqu'un qui a des problèmes de dos de travailler en tant que déménageur, quoi. Donc, A priori. pourquoi est-ce que les problèmes que tu as dans ta tête ne serait pas aussi une raison valable de refuser un emploi? Bon, bref, ça c'était ma première réflexion et du coup j'ai commencé à avoir des idées sur mon roman parce que du coup mon roman parle d'une fille qui écrit une thèse et du coup, j'ai commencé à écrire dessus. Alors, comme d'habitude, j'écris à l'arrache. J'ai eu les premières idées, j'ai noté des trucs, j'ai fait, oh, ça va être sympa. Et du coup, j'ai commencé à écrire. Et au fur et à mesure que j'écrivais, à la base, je voulais écrire quelque chose de très feel good, de très léger. Et au final, j'ai écrit un roman sur la dépression. Okay. Donc j'ai. Attends, je réfléchis. J'ai voulu. Comme je te dis, j'écrivais pas du tout avec un plan. Du coup, j'ai fait intervenir des personnages au fur et à mesure en voyant ce qui se passait. Et au bout d'un moment, j'ai fait intervenir un personnage qui s'appelle Madeleine et qui est un personnage très sombre et très désagréable et qui, au lieu d'être là juste pour une ou deux scènes, est resté jusqu'à la fin du bouquin. Okay. Et je l'ai écrit effectivement ce roman très très vite, parce que je l'ai écrit en 6 à 8 semaines, je sais plus. Donc, ah oui, j'écris vite. J'ai de la chance, j'écris très vite. Cool. C'est ça l'avantage de ne pas trop se prendre la tête quand on écrit vite. Et à l'époque, j'étais très en colère contre le monde entier. Enfin, j'étais pas bien dans mon boulot, pas bien dans mon appart. Donc, du coup, je sais pas, le fait d'être très en colère, moi, ça me donne très envie d'écrire. En fait, ça me donne une espèce de haine que j'ai envie de vomir sur le papier. Donc, je l'ai écrit vite et j'ai parlé de sujets qui me tenaient à cœur à l'époque, à savoir le travail. Comme d'habitude, je suis obsédée par le travail. Et puis, la dépression, le fait de choisir son travail en fonction de ses capacités psychologiques, comme je t'ai dit. Enfin, voilà. Je ne sais pas si je suis claire parce que je n'ose pas trop parler du livre. Non, c'est très très clair. Ok, d'accord. Donc ça parle de ça. Et est-ce que tu l'avais vu venir, le fait que le genre change, que ça passe d'un feel good à parce que ça peut être un feel good qui traite de la dépression, ça n'en empêche pas l'autre. Oui, tu vois. oui, là, c'est clair, c'est clair. Mais c'est pas le cas de celui-là.
Moi, je trouve qu'il est sympa et drôle, mais tout le monde me dit qu'il est très déprimant. Ah oui? Ok. Enfin, je vais faire juste une parenthèse sur mes retours de lecteurs, mais la plupart des lecteurs trouvent que c'est très asphyxiant comme lecture parce que c'est très triste, mais qu'en même temps, il y a beaucoup de passages qui sont quand même assez marrants et assez caustiques. Du coup, ça allège un petit peu le livre. Donc, je veux pas faire la pub de mon livre en disant il est très triste, vous allez pleurer. Non, il est cool, tout va bien. Ouais. Mais non, du coup, pour répondre à ta question, à la base, j'avais pas du tout, je pensais pas du tout que ça allait tourner dans quelque chose de plus sombre. J'avais aucune idée de ce que ça allait donner à la fin. Et c'est ça aussi que j'aime bien justement dans le fait de pas faire de plan, c'est aussi la surprise quand tu vois ton livre qui se brode petit à petit et que à la fin tout s'enchaîne, enfin pas tout s'enchaîne mais tout les pièces du puzzle. Voilà, c'est ça. Tu vois, je perds mes mots. Donc non, j'avais aucune idée de ce que ça allait donner et j'en suis plutôt contente au final. C'est parfait, mais du coup, est-ce que tu penses que le fait que tu aies dévié de genre, plus ou moins, c'est lié au sujet que tu abordais, ou est-ce que c'est, tu penses, un moment dans ta vie, du coup, où ça te soulève, c'est parce que c'est par rapport à des questions que tu te posais, etc., et que du coup, en fait, c'était une projection de choses auxquelles tu pensais, et que c'était indépendant de là où tu voulais aller en tant qu'écrivaine? Moi, je pense que c'est clairement un moment dans ma vie qui était Enfin, c'était un moment très particulier dans ma vie. Mmh. Et je sais pas comment t'expliquer ça. Ça n'a rien à voir avec ma méthodologie ou quoi que ce soit. C'est en ça que j'ai une écriture des fois un peu dans l'urgence en fait. Enfin, j'écris un peu dans l'urgence parce que sur le moment j'ai besoin de dire ces choses-là. Et du coup, je vais les dire. Ce qui fait que en ça, pour moi, le plan est très restrictif. Je trouve qu'avoir un plan, c'est très bien pour quand on écrit des romans très longs, très complexes. Mais le fait, par exemple, d'écrire quelque chose que tu as envie de dire très vite et que tu n'as pas envie d'être restreint par des considérations plus théoriques sur l'écriture, sur comment construire un récit cohérent et sur les arcs dramatiques. Au contraire, je trouve que de se laisser aller, ça a ce côté un peu à la fois libérateur et en même temps, ça donne aussi des résultats qui sont assez intéressants, je trouve. Enfin, en tout cas, pour ma part, j'ai trouvé que se laisser aller, pour moi, est super important. Moi, je comprends. Une vraie libération. Et est-ce que tu penses que tu as un genre de prédilection, pas en lecture, mais en tant qu'écrivaine, est-ce que tu penses que tu as un genre de prédilection, ou est-ce que ce serait en fonction de plein d'envies, que tu as plein de trucs que tu pourrais faire? J'aimerais bien ne pas avoir de genre parce que déjà, moi, je lis beaucoup de tout. Je lis un petit peu moins de fantasy parce que j'ai pas trouvé d'auteur qui me fasse beaucoup rêver, mais même si j'adore Philippe Pullman, mais voilà, je lis de tout, j'aime les polars, j'aime les romances, j'aime les livres un peu sur les livres contemporains, j'aime les trucs historiques, enfin, voilà, vraiment, je suis très ouverte. Et quand j'écris, j'ai l'impression d'écrire un peu toujours sur les mêmes sujets. C'est un peu frustrant, alors que j'adorerais écrire des trucs un peu plus fantastiques, justement. J'adorerais écrire vraiment plein de trucs différents. Donc, je suis un peu... Je sais qu'il y a des auteurs qui sont vraiment multicasquettes, qui peuvent écrire de tout n'importe quoi. Je suis hyper admirative de ces gens-là, mais ça me... vraiment, j'adore ça. Mais après, il y a aussi... J'ai pas envie de me coincer dans un genre, mais après, je me dis que si je dois tester d'autres genres, il faut quand même que je les maîtrise, quoi. Ça s'invente pas de maîtriser un polar, ça s'invente pas de maîtriser de la fantasy. Il faut quand même connaître un peu le game. Oui, c'est clair. Voilà. Ok. Et pour les contours, comment ça s'est passé, le fait que tu choisisses là, du coup, c'est ton écriture. Ça a duré combien de temps, l'écriture? J'ai pas entendu ta question. Ça a duré combien de temps? Alors, le premier jet a duré moins de 2 mois, je dirais 6 semaines, un truc comme ça, 6 à 8 semaines, donc c'était assez court. La correction a été plus longue, donc voilà, plusieurs mois de correction, mais par vague, hein. Enfin, j'ai pas fait... Donc voilà. Et du coup, ta question, c'était quoi? Oui, et du coup, ok. Et comment ça s'est fait, le choix de savoir si tu allais passer par une maison d'édition ou l'auto-édition? Comment tu as choisi ça? C'était très compliqué parce que moi, j'avais toujours... ça faisait plusieurs années que je pensais plutôt à l'auto-édition. Je trouvais l'idée de l'auto-édition super intéressante
d'un point de vue liberté artistique, je trouvais que c'était très séduisant aussi du fait que tu as ton indépendance totale d'un point de vue marketing, l'image que tu renvoies de toi. Et puis j'aimais bien l'idée d'être un peu auto-entrepreneuse, ça me donnait un peu de... Ça donne un peu de... Ouais, dans la gueule, quoi, tu vois, c'est cool. C'est clair, c'est clair. Donc j'aimais beaucoup cette idée-là et j'avais... C'est horrible en fait, je vais parler très franchement parce que j'en ai parlé à des gens autour de moi de ça et il y avait beaucoup de gens qui disaient mais faut pas faire ça, l'auto-édition c'est pourri, il y a que des livres nuls et tout. Et t'as beau leur dire mais c'est pas vrai, c'est pas vrai, moi j'en lis des auto-édités, il y en a qui sont super, au contraire, même je les adore. Et ils auraient tout à fait leur place, c'est horrible de dire, ils auraient leur place en librairie mais ils la veulent pas forcément parce qu'ils sont très bien en tant qu'auto-édités. Donc voilà, je marche sur des œufs, j'ai pas envie de dire de conneries. Non, je comprends. Donc les gens autour de toi qui arrêtent pas de te dire c'est pas vrai, bon, c'est un peu frustrant. Donc au final, bon, après, c'est une décision qui revient qu'à l'auteur en particulier, donc c'est lui qui voit. Et au final, je pense que ce qui m'a fait changer d'avis, c'est à force de me renseigner sur l'auto-édition, je me suis rendu compte du travail que ça représentait. D'avoir, tu sais, ta plateforme, ton site, de gérer ton livre. En plus, il faut que tu fasses corriger par des professionnels, c'est hyper important. Il faut que tu aies une couverture qui soit correcte. Voilà, c'est pas... En fait, il faut que tu fasses tout le travail de la maison d'édition, que ce soit au niveau des corrections, du marketing, de la diffusion. Et j'avais trop la flemme de faire ça. Vraiment, j'avais vraiment la méga flemme. Énormément de taf. Oui. Et faire ça avec un boulot à côté, il y en a qui le font avec un boulot à côté, hein, mais moi, je voyais pas comment j'allais pouvoir trouver du temps pour le faire. Donc, j'ai décidé de partir en maison d'édition. Mais je me réserve vraiment le droit un jour de peut-être faire de l'auto-édition. Au contraire, je trouve que l'idée est très belle, au contraire. On verra. Tu verras bien. Et comment ça s'est passé pour le retour de ta maison d'édition? Donc, tu l'as envoyé à plusieurs, tu l'as envoyé à une, tu l'as envoyé à 50 000. Comment ça s'est passé? Je l'ai envoyé à 7 maisons d'édition. Ok. Je voulais faire par vague. Parce que tu vas voir que le mot flemme et bordel est récurrent chez moi. J'avais la flemme de faire trop d'envois. Et en plus, je voulais absolument pas faire des envois papier parce que je suis en plus radine. Ça coûte cher d'imprimer, ça coûte cher de relier. Bien sûr. Donc, et je me demande si les maisons d'édition ne font pas exprès d'accepter que des envois papier pour un peu restreindre. C'est possible. C'est possible. Mais il y en a de plus en plus qui acceptent la version PDF. Oui. Moi, j'ai envoyé que à des maisons qui acceptaient le PDF. Comme ça, c'était réglé. Et du coup, j'ai envoyé à 7 maisons d'édition. Je voulais des maisons d'édition plutôt petites parce que j'avais pas envie de me perdre entre des millions et des millions de manuscrits qui seraient jamais lus. Ouais. Et du coup, je l'ai envoyé... En fait, je l'ai pas envoyé à Calman Levy. À la base, je l'ai envoyé à Kero Édition, qui fait partie de Hachette, comme Calman Levy. Et du coup, qui est plus petite et qui publie moins de romans, même si Calman Levy en publie pas énormément. Et vu que c'est Hachette, les lecteurs lisent indépendamment des maisons d'édition, et effectivement, c'est tombé sur le bureau de mon éditrice, chez Calman Levy. Donc j'ai eu beaucoup de chance, je crois. Bah ouais, c'est cool. Mais c'est clairement très cool. T'as reçu quoi? T'as reçu un coup de fil? T'as reçu un courrier? Qu'est-ce que t'as reçu? Comment c'est passé? J'ai reçu un mail de l'assistante de l'éditrice qui me disait bonjour, j'ai lu et j'ai beaucoup aimé votre manuscrit. Est-ce qu'on peut en parler? Mais peut-être que vous avez déjà reçu un contrat. Genre la meuf, elle imagine que j'avais déjà reçu des contrats. J'étais elle est un peu perchée. Je croule sous les offres. Non, mais c'est ça, j'avais trop d'offres, je savais plus donner de la tête. Mais du coup, j'ai dit non, mais on peut en parler. Non, j'ai pas reçu d'autres offres pour l'instant. Et du coup, elle me disait qu'elle avait beaucoup aimé mon roman, mais elle me disait, moi, je suis pas éditrice, je suis juste l'assistante. Moi, je vous dis que j'ai aimé, mais c'est pas moi qui décide. Hein. En fait, voilà, moi, je vous propose de corriger le manuscrit en suivant mes indications. Donc, elle m'avait fait une liste super longue de choses qu'elle voudrait que je modifie. Et après, elle le soumettrait au comité de lecture de Calman Levy pour voir si ça les intéresserait de le publier. Donc, voilà. Donc, j'ai dit, banco, hein, on y va, je vais faire les modifications qu'elle m'a demandées. Et j'ai eu de la chance parce que les modifications qu'elle m'a demandées, je les ai trouvées hyper pertinentes. Elles allaient vraiment dans le sens du roman. Elle ne me demandait pas de faire des modifications drastiques. Au contraire, c'était hyper... vraiment, j'ai eu de la chance. Tout ce qu'elle m'a proposé, j'étais là, ah, mais c'est des super idées, pourquoi j'ai pas eu cette idée-là et tout. Donc, c'était cool.
Donc voilà, et après, je lui ai renvoyé le manuscrit, et là, du coup, c'était OK. Là, du coup, ils ont rappelé. Enfin, ils voulaient m'appeler, mais j'ai pas. Si, ils m'ont appelé. Parce que je raconte n'importe quoi. Elle m'a appelé un soir de juillet. Il faisait chaud, et du coup, elle m'a appelé. J'étais très contente, et j'étais un peu surexcitée pendant une semaine. Je Ah pense bah oui, qu'elle m'a c'est clair, c'est sûr et certain, bien sûr. Ouais. Donc voilà. Ok. Et il s'est passé combien de temps entre le délai de ton premier envoi et le coup de fil de juillet? Alors, je sais plus, je crois que je l'ai envoyé en mars, mon manuscrit, mars 2019. J'ai eu ma première réponse de Kalman Levy en avril. Ensuite, ils m'ont donné à peu près. Ensuite, j'ai pas répondu tout de suite parce que je me disais non, mais c'est une blague, c'est pas possible. Tu sais, j'étais un peu dans le déni en mode non, non, mais ils vont jamais me Mhm. publier, c'est des conneries. Et finalement, j'ai renvoyé le manuscrit terminé au mois de juin. Et là, j'ai eu la réponse en juillet. Donc ça s'est fait hyper vite. C'est Franchement, ça a été rapide. hyper vite. Ouais, Ah ouais, c'est j'ai clair. halluciné. Parce que moi, je m'attendais à pas avoir de réponse avant mois septembre, quoi. Donc, et je m'attendais à avoir que des réponses négatives. Et là, du coup, j'ai quand même eu 2 maisons d'édition qui étaient intéressées, donc c'est cool. Ouais, Donc, c'est clair. Et Mm. tu as reçu des réponses négatives ou pas de réponse du tout de la part des autres? Alors, j'ai reçu 2 réponses négatives qui me disaient des mails tout Oui. faits en mode Ok. on n'a jamais lu votre manuscrit, on le lira pas, mais on s'en fout. Ouais. J'en veux pas aux maisons d'édition, hein. Ils font leur boulot, Ah ils font bah ce oui, qu'ils peuvent. oui. Ils reçoivent énormément de demandes, ça peut se Oui, comprendre. je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent. Et j'ai reçu par contre une réponse d'une maison d'édition qui était une toute petite maison d'édition, je sais plus, mais qui vend surtout du numérique en fait. Et là, c'était plus intéressant parce que j'ai vraiment. En fait, l'éditrice m'a pas envoyé de son avis à elle, elle m'a envoyé l'avis de son comité de lecture. Du coup, j'avais des espèces d'extraits. Donc, j'avais autant des nanas qui avaient dit ah, c'est super, j'adore, parce que je pense que c'était principalement des filles qui lisaient les manuscrits. Et il y en avait d'autres, elles ont détesté le livre, elles étaient là, c'est nul, c'est terrible. Vraiment, c'était hyper. Là, par contre, j'avais jamais eu de retour super négatif parce que mes bêta-lecteurs, ils avaient été très gentils, ils avaient tous aimé. Mon éditrice, elle avait beaucoup aimé. Mais là, c'était la première fois que j'avais quelqu'un qui me disait c'est long, c'est chiant, c'est déprimant. Ah ouais, ouais. Donc, voilà. Mais bon, ça m'a fait un peu bizarre. Mais il faut savoir en rire, tu vois. Par un moment, tu peux pas plaire à tout le monde, quoi. Ton livre, il y a forcément Oui, des gens qui vont te détester. bien sûr, c'est clair, c'est clair. En fait, viser tout le monde, du coup, c'est viser personne au final. Oui, non, c'est ça, exactement. Moi, je préfère me dire qu'il y a des gens qui le détestent, même Mhm. s'il n'y en a pas tant que ça. J'essaie de faire de la pub positive, hein. Je préfère me dire qu'il y a des gens qui l'aiment pas, parce qu'au moins, je me dis, ça a réveillé quelque chose chez eux. Ils le détestent, mais au moins, ils sont pas indifférents. Si c'était là, genre, bah, ça m'a ennuyé, j'en ai aucun souvenir, là, ça me ferait beaucoup plus chier, quoi. Pardon, je dis des gros mots. Non, 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 c'est bienvenu ça. Là, super. C'est très bienvenu. Ok, je comprends. Et là, du coup, tu bosses sur un autre bouquin? Moi, je bosse tout le temps sur quelque chose, mais je bosse sur 40 trucs à la fois. Ouais, alors, j'ai travaillé pendant l'automne sur un manuscrit que j'essaie de corriger à l'heure actuelle et que j'arrive pas et que j'ai envie de pleurer. Et là, pendant le confinement, vu que j'arrivais pas à corriger mon manuscrit, j'ai écrit une autre histoire que j'ai relue ce matin, enfin hier soir et ce matin, que j'aime beaucoup et qui m'a l'air d'être plus facile à corriger. Donc, j'ai 2 projets. Je sais pas lequel je dois choisir. Mais comme je te dis, je peux écrire des premiers jets super rapidement et super facilement et super bordéliquement. Donc, Mhm. je peux facilement avoir des choses Enfin, j'ai facilement du contenu à corriger, mais j'ai pas forcément envie de le corriger. C'est ça mon gros problème dans la vie. Je comprends. Mais c'est déjà balèze d'avoir réussi à écrire les premiers jets rapidement, parce que même les premiers jets, c'est une galère pour certains. C'est balèze. Bah, je sais pas si c'est balèze, parce que pour moi, enfin, j'espère que je passe pas pour une connasse hyper hautaine à dire ça, parce que pour moi, écrire un premier jet, j'essaie vraiment de le faire avec le moins de prise de tête possible. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit, si c'est pourri, on s'en fout. Enfin, il faut juste que ça existe. À Ouais. partir du moment où ça existe, après, ça se corrige, ça se garde, ça se jette, tant pis. Enfin, je pense que le fait que je me prenne pas la tête autant sur le choix de l'intrigue, que des mots, que des personnages, je pense que ça m'aide beaucoup à produire des premiers jets. Mais après, je suis pas forcément l'exemple à suivre, hein. Moi, Mhm. la preuve, j'arrive pas à les corriger après. Donc. Ouais, mais au moins tu les écris, déjà, c'est un gros premier pas, tu vois.
Je sais pas, j'ai pas l'impression, honnêtement. J'ai l'impression que je suis pas très. Je pense que je suis un peu contre-productive à faire les choses un peu à l'arrache. Voilà. Non. Bah, ça, c'est peut-être des trucs que tu travailleras au fur et à mesure, tu vois, Oui, quand je serai grande. quand tu seras grande. C'est ça. Voilà. Et je me demandais, j'ai oublié de te demander, comment, c'était quoi les retours que tu as eus quand ton bouquin est sorti? Ça s'est passé comment? Tu as eu des bons retours, des Euh, mauvais, des pas bons, des moyens, tièdes? Alors, globalement, j'ai eu des très bons retours. J'ai été super contente parce que, en fait, ma maison d'édition, quand elle a eu la version papier du livre, elle les a d'abord envoyés à des libraires et à des journalistes. Donc, les journalistes, j'ai eu quasiment aucun retour. Je sais pas, je ne devais pas les intéresser. Mais par contre, les libraires, j'ai eu pas mal de retours. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu des libraires qui ont vraiment adoré mon livre, qui ont fait des super belles critiques. Enfin, Ah, c'est cool. moi, j'avais pas accès aux critiques parce qu'ils les envoyaient directement à mon éditrice qui me les transférait après. Et la première fois que tu vois quelqu'un, un professionnel du livre, qui vend ton livre et qui te dit c'est vraiment super, c'est magnifique, c'est trop bien. Mais voilà, après, il y a eu les premiers retours des lecteurs, les premiers libraires après qui viennent directement te contacter pour faire des dédicaces, ça c'est trop bien. Et puis voilà, donc ça c'est vraiment cool. Mais après, en fait, la plupart des choses qui ressortent en fait, dans les critiques, c'est vraiment cette idée que les gens, comme tu disais, sont vraiment pris dans l'histoire parce que c'est raconté, mon personnage raconte son histoire à la première personne du singulier, donc tu la suis en permanence, elle, son fil de pensée, donc ils ont vraiment l'impression de voir les choses. Et il y a aussi ce côté un peu universel parce que ça parle de dépression et je pense que tout le monde est plus ou moins sujet à des moments de dépression. Ça parle d'amour, ça parle de... J'aime bien les histoires d'amour, donc j'ai ajouté une histoire d'amour en roman. Donc, il y a un peu ce côté universel qui plaît aux gens. J'essaie de pas trop me faire mousser en disant c'est trop bien. Et je vais contrebalancer ça en disant que j'ai eu aussi une critique très négative de quelqu'un qui a haï mon livre de toute son âme, qui a dit que c'était le plus mauvais livre qu'elle avait lu. Ah merde. Donc, et je me souviens, j'ai lu la critique. Alors, je suis tombée dessus par hasard parce que j'essaie de pas regarder les critiques. C'est vraiment un truc à pas faire normalement. Et là, la nana disait vraiment que c'était vraiment tout pourri, qu'elle avait détesté. Et sur le moment, c'est pas agréable. Là, c'est la seule fois où dans ma vie d'écrivain, j'ai été vraiment heurtée par ce que les gens peuvent dire sur ce que tu écris. Ouais, ça doit pas être cool du tout. Ouais. Non, mais bon, après, d'un côté, c'est cool parce que tu te dis, ça prouve que je suis un véritable écrivain. Il y a des gens qui détestent aussi mon livre. Hein. Enfin, voilà, Ah bah ouais. si tout le monde l'aimait, il y a bien des gens qui détestent Harry Potter. Donc, ah, mais c'est clair. Parce que déjà, ça veut dire que... Ça veut dire... je crois que... Je sais pas si je suis d'accord, mais en tout cas, je suis pas d'accord. Tu vois par rapport à Harry Potter ou... par rapport à Harry Potter. Mais j'aime bien, mais j'ai jamais vu. Donc, j'aime bien les films, du coup. Ouais, on m'en parle souvent. Je vais lire un jour. Non, mais et je crois que j'ai bien aimé. Non, mais c'est moi. En plus, j'ai les 7. Donc, je pense que le problème de commencer à l'âge adulte, c'est que les premiers tomes sont vraiment gamins, je pense. Moi, j'ai commencé quand j'étais petite, donc... Ouais. Moi, j'avais regardé les films quand ils sont sortis au ciné, mais j'étais jeune, enfin j'étais petit, mais j'avais pas accès aux bouquins à ce moment-là. Et en grandissant, effectivement, genre par exemple, les premiers films, je ne les regarde plus. Ça fait plus de 10 ans, 15 ans même, je crois. Ils sont pas ouf. Hein. Mais même les films en général, je les trouve pas ouf. Bon. Mais tu vois, je te juge pas, moi j'aime pas Star Wars. J'ai jamais vu Star Wars, j'espère que ça va pas te poser de problème. Moi, je te juge. J'ai pas de problème avec ça. Vraiment, je trouve ça hyper nul. Pardon. Non, il n'y a pas de problème. Tu veux qu'on arrête l'interview? Je propose qu'on arrête là, ouais. Non, je trouve pas ça hyper nul, c'est pas mon truc. C'est juste pas mon truc. Oui, c'est pas ton délire, quoi, je comprends. Ouais, c'est ça. Après, chacun sa cam, tu vois. Non, mais je suis persuadé que si je venais à lire Harry Potter, je kifferais. Parce que l'univers est vraiment... J'ai l'impression que c'est un vrai délire et que c'est très immersif. Donc, et moi, j'aime bien les histoires comme ça. Donc... Ouais, voilà. Tandis que moi, Star Wars, tu vois, genre, je liais... c'est considéré comme de la science-fiction, on est d'accord? Il y a des débats. Ah, d'accord. Mais tu vois, j'adore Doctor Who, par exemple. Et pourtant, c'est un peu... C'est de la SF aussi, mais c'est... Clairement, ouais. Mais c'est pas du tout... Enfin, voilà. Et pourtant, je crois que juste Star Wars, ça m'a pas plu parce que je l'ai pas regardé quand j'étais petite. Si je l'avais découvert gamine, je pense que j'aurais beaucoup aimé, mais là, je l'ai vu, j'avais 25 ans, je me mais c'est quoi ce truc? Ouais, c'est beaucoup moins marquant. Après, Doctor Who, c'est du génie, du coup, c'est normal. C'est pour ça que...
Ah, mais c'est vrai, c'est une des meilleures séries de tous les temps. Bah, en fait, Oui, non, alors, je suis d'accord. genre, c'est J'ai charmé. pas Et regardé du la dernière coup, saison parce que je suis restée sur Peter Capaldi que j'adore et j'ai pas voulu regarder la suite parce que je trouvais ça, même en tant que féministe, je peux pas, ouais, ouais. je trouve ça Bah, j'ai regardé difficile par à concevoir curiosité. que ce soit une Ouais, ouais. femme. Moi, Et je alors, comprends. c'est bien? Ça va, on s'y fait. Elle joue très bien. C'est très Oui, bien non, animé, bah, c'est je épique doute et tout. pas, hein, je doute Tu pas vois, du genre. truc, mais je trouvais que. Ouais, ouais. Vas-y. Non, non, mais c'est juste que du coup, bizarrement, ça m'a pas choqué le fait que ce soit une femme. Je pensais que Bah, oui, moi. ouais. Et je me suis dit, je vais regarder 2 épisodes pour me faire un avis et pouvoir dire que c'est nul. Tu vois. Et il s'avérait que j'ai regardé la saison entière, j'ai bien aimé. C'est très bien. Ah non, mais peut-être que je suis trop dure avec, avec Doctor Who. Alors que, enfin, moi, c'est marrant parce que pendant le confinement, j'avais que ça à faire. Donc, j'ai regardé quelques très vieux épisodes de la saison 2, tu sais. Ah oui, Et oui. j'étais là, ah ouais, c'est vieillot, tu vois, c'est mal fait et tout, mais c'est tellement bien, tu vois, c'est hyper touchant. Enfin, Mm. les acteurs sont trop bien, même si, en fait, c'est juste que les effets spéciaux sont pourris, mais l'histoire est bien. L'histoire est Mhm. super prenante, c'est super bien, t'es trop dedans. Enfin, moi, j'ai vraiment une grosse affection pour Doctor Who, j'adore. J'adore. Ah, mais je comprends. Je Je suis fan. comprends. Et question. Oui, Donc, globalement, on peut dire que tu es satisfaite de ton expérience en édition, maison d'édition. oui, je suis très satisfaite et j'avais très peur parce Ouais. que j'avais beaucoup lu et vu des témoignages de gens qui disaient que la maison d'édition c'était horrible, que ton Mm. éditeur il allait charcuter ton manuscrit, que tu n'aurais aucun mot à dire sur quoi que ce soit, que toi tu étais juste l'auteur et que tu servais Ouais. à rien. Et c'est possible que ce soit le cas dans certaines maisons d'édition, j'ai pas Ça doit assez arriver, ouais. de recul, mais moi ça a été tout l'inverse. Enfin, mon éditrice, en fait, j'avais mon éditrice et ma correctrice qui étaient à fond avec moi en mode. Enfin, en fait, elle me proposait des corrections en me disant est-ce que tu veux qu'on corrige des choses comme ça? Est-ce que cette partie-là, on peut la revoir comme ça? Est-ce que ça te va? Toujours à me demander mon avis. Enfin, jamais elle me l'imposait. Pour la couverture du roman, c'est pareil. Ils m'ont demandé comment tu la verrais, qu'est-ce qui te ferait plaisir de voir sur ton roman. Après, ils ont choisi l'image eux-mêmes, mais dès qu'ils l'ont choisi, ils me l'ont envoyé en disant est-ce que ça te va? Ouais. Enfin, je suis Chouette. ravie, je suis ravie. Non, c'est super. Et enfin, mon éditrice, elle est trop mignonne, elle est trop gentille. Et enfin, en janvier, ils m'ont quand même invité à des repas avec les libraires à Nantes, les libraires à Paris, pour que je puisse parler de mon livre avec des libraires, pour pouvoir Ah, c'est voilà, cool. faire la promo. Enfin, non, j'ai rien à redire sur Kalman Levy. J'ai beaucoup de chance. Je sais pas comment c'est ailleurs, mais je souhaite la même chose à tous les écrivains, Mm. tous les jeunes publiés, quoi. Bon, après, je suis un peu idyllique en mode ah, c'est trop bien. Ouais, mais au moins, Peut-être que je ça s'est suis bien trop passé, naïve. quoi. Tu vois. Oui, et j'avais peur, franchement, parce qu'il Ouais, y a vite j'imagine. moyen de se faire avoir. Mais c'est clair. Voilà. Et pour tes projets à venir, est-ce que vous êtes en accord pour des prochains trucs ou genre on a publié un bouquin et en fait on va voir pour les autres ou est-ce que il y a des petites discussions sur des prochains trucs ou pas? Bah, je veux pas parler au nom de mon éditrice, mais j'avais l'impression qu'elle serait intéressée effectivement pour qu'on retravaille sur un manuscrit ensemble. Après, il faut juste que je lui propose un truc à peu près cohérent, ce qui n'est pas en train d'arriver pour l'instant. Donc, non, je pense j'espère qu'on va continuer à collaborer. Au contraire, moi, je suis ravie de ça. Je trouve que enfin, non, vraiment, j'espère que ça va continuer. Mhm. Après, on verra, hein. On verra ce Ouais. que l'avenir nous réserve. Non, c'est clair. Mm. C'est très cool. Et j'ai une question. Je me demandais Ouais, pourquoi est-ce que parce que tu es présente sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et YouTube. Je ne sais pas si tu as ouais, d'autres comptes dans lesquels tu parles d'écriture. En tout cas, c'est les deux principaux, j'ai l'impression. oui. J'ai un blog. Un blog. Voilà. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as créé ta chaîne YouTube il y a 2 ans, 3 ans, 2 ans et quelques? 2 ans? Un truc. 2 ans, ouais. J'ai Ouais, eu un doute. 2 ans. Oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer déjà une chaîne? Tu as lancé ta chaîne YouTube en premier, c'est ça? J'ai d'abord fait le blog, Mhm. mais Oui. et dans la foulée, enfin, ça s'est fait dans la foulée, hein. J'ai fait la Mhm. chaîne un peu. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Est-ce que c'est parce que ça te fait kiffer? Est-ce que c'est parce que tu avais envie d'aider des gens? Est-ce que c'est parce que tu avais envie de tester des nouvelles coupes de cheveux? C'était pourquoi? Non, en fait, j'étais au chômage à l'époque déjà, Ok. et j'avais le temps. Et j'étais
ultra fan des youtubeuses américaines qui parlaient d'écriture. Je pouvais passer. À l'époque, c'était les youtubeuses américaines qui parlaient d'écriture. Maintenant, c'est les youtubeuses qui parlent de cheveux. J'ai des périodes. Ouais. Et du coup, je passais vraiment des journées entières à faire ça et j'avais envie de faire pareil, en fait. Je voulais faire comme les grands, tu vois. Et autour de moi, les gens disaient que c'était une bonne idée et que... Mais voilà, c'est hyper dur de se lancer sur YouTube. Je sais pas comment toi tu l'as vécu, mais moi, C'était chaud. Hein. Je trouve toujours ça dur, d'ailleurs. Ouais. Je sais pas pour toi, mais Non, c'est bien. je trouve ça compliqué. Donc non, j'avais toujours eu envie de faire ça. J'avais toujours envie d'avoir un espace d'expression sur Internet. Et j'ai toujours été super jalouse des gens qui avaient un endroit où ils parlaient de ce qu'ils voulaient, comme ils voulaient, qui savaient leur audience. Enfin, je sais pas, ça donne une espèce de légitimité. Et puis c'est cool, quoi. C'est assez... Et surtout, je sais pas comment c'est pour toi, mais moi, je suis hyper frustrée que dans mon entourage, je puisse pas parler d'écriture avec les gens. Les gens, ils s'en foutent. Mais je leur en veux pas, ils s'en foutent, c'est normal, hein, c'est pas leur truc. Ça se comprend. Et j'avais envie d'en parler. Mais après, je trouve que faire des vidéos sur l'écriture, au début, je trouvais ça cool, mais plus j'y pense, plus je me dis, putain, mais je suis qui pour parler de ça? C'est hyper... j'ai un problème de légitimité par rapport à ça, ce qui fait que des fois, je suis bloquée. Et du coup, j'ose pas trop faire de vidéos pendant longtemps, et puis je suis là, je vais faire autre chose. Et à contrario, j'adore écrire pour mon blog. J'écris beaucoup plus souvent pour mon blog que pour ma chaîne. Je le nourris beaucoup plus. C'est intéressant. Oui, parce que c'est des vraies questions. Et ton compte Instagram, lui, c'est un genre de journal de bord, plus ou moins, parce que, par exemple, il y a une photo que je kiffe, moi, c'est le jour où tu as reçu les cartons de ton bouquin, de tes bouquins, tu vois. Ça, c'est très cool de voir ça. C'est un petit côté un petit peu coulisses, tu vois, de l'écrivaine que tu es. Et j'aime bien le fait qu'on puisse, via les réseaux sociaux, voir ça, des trucs qu'on n'aurait pas vu ailleurs. Par exemple, il y a 20 piges, à part dans un magazine, tu vois. C'est ça. Mais c'est pas possible de voir. Mais Instagram, moi, j'aime beaucoup Instagram, j'adore. Je publie pas tant que ça, mais j'adore y aller, j'adore traîner dessus. C'est encore une de mes passions. J'ai beaucoup de passions qui me font perdre du temps, comme tu peux le voir. Mais c'est vrai que moi, j'adorerais publier davantage. Je sais pas pourquoi je le fais pas plus, parce qu'en vrai, prendre une photo, écrire 2-3 mots dessus, ça doit être... c'est pas compliqué, mais j'arrive pas. Encore une fois, je me mets la pression, j'ai envie de faire les choses bien, j'ai envie de faire de belles photos, des belles légendes, des choses comme ça. Mais à la fois, j'aime bien parler d'écriture sur Instagram. J'aime bien parler de mon parcours et tout ça. En même temps, j'adore mettre des photos de mon chat ou juste des photos de moi où j'ai une belle guitare. Et j'adore mon chat. Ça se voit. Donc, j'aimerais bien être plus... Parce que je trouve que quand tu suis un auteur ou juste une personnalité que tu aimes bien sur Instagram, ça peut être hyper inspirant, ça peut être hyper motivant. Et j'aimerais bien être plus inspirante et plus motivante. Je sais pas, à la fois, je me sens pas légitime de parler d'écriture, mais en même temps, j'ai envie de le faire. C'est compliqué dans ma tête. Oui, c'est des rapports compliqués, mais en même temps, c'est intéressant parce que tu es écrivaine, on peut dire, tu vois. Tu es écrivaine. Oui. Tu as publié un bouquin. Ouais. Donc déjà, pour beaucoup, c'est la définition même d'être un écrivain, c'est le fait d'avoir publié un livre, tu vois, sans parler de l'écriture au quotidien. Donc, selon la grande majorité des gens, tu es une écrivaine, tu vois. Oui, c'est marrant parce qu'il y a quelques années, j'avais discuté avec un pote et je lui avais dit, mais à partir de quel moment je vais me sentir vraiment écrivain? Et puis il m'avait dit, mais Léa, c'est que toi qui décideras quand est-ce que tu te sentiras écrivain. C'est pas parce qu'un jour tu es publié que tu te sentiras plus écrivain que les autres. Et en fait, j'ai l'impression, je sais pas comment c'est pour toi, mais moi j'ai l'impression que c'est par période en fait. J'ai des périodes où je vais me sentir profondément auteur, tu vois. Je vais être là, je vais écrire tous les jours, je vais tous les jours avoir de l'inspiration, avoir envie de faire quelque chose. Et je vais avoir des périodes aussi qui peuvent être super longues, qui peuvent durer plusieurs mois, où j'ai ni envie d'écrire, je me sens pas du tout dans le mood écrivain et je me sens pas du tout légitime. Du coup, je fais rien. Et je déteste ces périodes-là, c'est assez horrible. Mais je sais pas si je me considère encore... J'ai pas l'impression d'être l'écrivain que je voudrais être encore. J'ai l'impression que j'ai encore beaucoup de boulot à faire. C'est intéressant. Du coup, tu verras, il y a que toi qui pourras savoir quand ça arrivera, tu vois. Ouais. Mais c'est intéressant comme question parce que c'est pas juste des statuts, tu vois. On n'a pas une carte de membre. Bonjour, bienvenue au club des écrivains, tu vois. Non, vraiment pas. C'est ça. C'est un processus, c'est un cheminement et peut-être que j'en sais rien. Moi, ça se trouve Georges Martin, il se dit
bon, peut-être pas Georges Martin, je crois qu'ils étaient des écrivains, mais bon, d'autres écrivains qui, tu vois, qui sont à des des stades un peu intermédiaires de carrière, tu vois. Tu sais, Ouais. un peu connus, mais pas trop, pour quand même se poser la question de la légitimité. Je sais pas comment ça se passe, du coup. C'est intéressant. Bah, je sais pas non plus, j'ai pas Ouais. assez de recul pour le dire, mais je me sens plus écrivain aujourd'hui qu'il y a quelques années. J'avais un peu honte de dire j'écris. Maintenant j'ai. Mmh. En fait, Kalman Levy m'a apporté de la légitimité que j'avais pas avant. Parce que, Ouais, en vrai, je suis la même auteure que ce que j'étais avant d'être publiée. C'est juste que j'ai eu le tampon Kalman Levy qui dit ah, on reconnaît votre travail, bien sûr. vous êtes validé par la street, donc Ouais, c'est c'est ça. ce qui compte. T'as Quoi. ta street Mais crédibility. c'est trop bizarre Ouais. d'avoir besoin de quelqu'un d'autre pour qu'on vienne te donner ta légitimité que tu aurais envie d'avoir toi-même. C'est ça, moi, qui me perturbe. Ouais, je comprends. Et puis ça se trouve, on en reparlera dans 3 ans pour la prochaine interview, tu vois. Et Quand je serai milliardaire. c'est ça. Et du coup, bah, en fait, tu diras que en fait, c'est bon. Je me sens un peu Peut-être. écrivaine, mais c'est pas par vague, c'est en permanence. Et, Est-ce que toi, tu te sens écrivain? T'es pas non. obligé de répondre. Hein. Non, je suis pas obligé de répondre, mais ça me dérange pas. Non. Non, pas encore. Je pense que le fait de publier un bouquin, ça changera pas ça. Mais en tout cas, j'écris. Tu vois. Oui, mais c'est ce que je dis moi aux gens. Je dis pas je suis écrivain, je dis j'écris. Voilà. Du coup, bah, j'ai pas de statut, si tu veux, dans ma tête d'être écrivain, parce que du coup, ça m'a l'air d'être un peu un job, tu vois. Et vu que c'est pas mon activité principale, je fais un milliard d'autres trucs à côté, bah, du coup, bah, genre, je suis pas spécialement écrivain, j'écris, quoi. C'est-à-dire que là, j'écris un bouquin, j'aurais pu écrire des comptines, tu vois, je sais pas. Du coup, bon, donc je pense pas que le fait que si je venais à être publié, je pense pas que ça change quelque chose pour l'instant. Je dis ça maintenant, ça se trouve, ça changera, je sais pas. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que ça a changé quelque chose aux yeux des autres, en fait. De mes parents, de mes amis, qui vont me dire ah oui, ah mais en fait, tu écris pas juste pour faire la maline, t'écris pour de vrai. Mais après, ton ressenti à toi, ce que toi tu ressens quand t'es publié, ou est-ce que je suis auteur ou pas, c'est pas du tout pareil. T'es auteur aux yeux des autres, est-ce que ça veut dire que t'es auteur à tes propres yeux? C'est tout un débat, je trouve. C'est ça, c'est de vraies questions. Et j'ai pas de réponse. Non, moi non plus. Moi non plus, j'ai pas de recul, mais je pense qu'il y a que nous qui allons savoir au fur et à mesure, tu vois. Mais c'est intéressant. Ouais. C'est intéressant. C'est vrai que c'est intéressant ce qu'on dit. Ok, donc et du coup, ton été là, ça va être l'avancement sur un des 2 projets que tu as choisi, enfin que tu vas choisir. Oui, mais je sais pas lequel j'ai fait. Bon. Mais oui, ça va être ça. Mais j'aimerais bien corriger un truc, en écrire un autre. Je voudrais que ça s'arrête jamais. Bah, tu peux. Je sais pas comment toi tu fonctionnes, mais moi j'ai du mal à être sur 2 projets en même temps. Il m'en faut un à la fois. C'est pas possible. Moi, je peux. Non, c'est pas possible. Moi, je sais pas. J'ai jamais essayé de faire 2 projets en même temps. Je pense que quand t'es dans un truc, t'as un peu t'as ce cap que tu gardes. Donc, c'est mieux que si t'avais 2 directions différentes. Mais je sais pas. Peut-être que je me trompe. J'ai jamais essayé d'avoir 2 projets sur le feu. Ce sera la surprise, ça, du coup. Donc, c'est ça, oui, c'est voilà, ce qu'on va pouvoir suivre un petit peu. Bon, bah, si jamais tu venais à sortir des vidéos YouTube, du coup, tu en parlerais. Mais sur Instagram, en tout cas, si jamais on doit voir des trucs d'écriture, ce serait ça. C'est ça l'idée. Ouais. Faudrait que j'essaie de faire des mises en scène un peu stylées avec mon PC, tout ça. Mais j'arrive pas. Et avec une tasse de thé. Ouais, c'est ça. Avec ma tasse de thé. Un truc cocoon, tu vois. Ouais, mais je suis nulle en photo. Oh là là. Okay. Toi, je me dis des fois, si j'étais un peu plus motivée pour faire les choses, je ferais beaucoup plus. Mais bah, je vous encourage pas à être comme moi, les enfants. Tu fais vraiment pas mal pour quelqu'un qui fait pas, tu vois. Bon, bref, arrête de me flatter, après je suis mal à l'aise. Ah, pardon, j'arrête. Ok, bah, c'est génial en tout cas. Bah, merci beaucoup, c'est très cool. Ah, c'est fini? Ah, non. Ah, d'accord. On a pu... moi, j'ai abordé ça, parce qu'en fait, ce qui m'intéressait le plus, c'était de savoir, du coup, les projets sur lesquels tu bossais là, tu vois. Ah oui. Et tu es en train de choisir l'un ou l'autre, tu vois. Donc, mais ça, c'est super intéressant, parce que il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir 0 projet. Mais il y a aussi des gens qui n'arrivent pas à commencer un autre truc, tu vois, après avoir fini leur bouquin. Tu veux dire qu'ils ont une espèce de gueule de bois de leur livre et qu'ils n'arrivent pas à passer à autre chose? Exactement. Ouais. Voilà.
Du coup, Ouais. ça, c'est super intéressant. Et en fait, c'est une question que je me pose, c'est du coup savoir comment est-ce qu'on vit l'après. Tu vois, parce que quand je te demandais si tu avais un nouveau projet, c'était pour savoir du coup si oui. Et en fait, le fait que ce soit pas clair, c'est super intéressant parce que en fait, c'est pas facile de choisir autre chose. Tu vois. Ouais. Et c'est pas facile, surtout déjà de passer à un autre bouquin. Et c'est pas facile de choisir quand on a plusieurs projets. Tu vois. En fait, c'est un Mm. bordel permanent de mots et d'écriture et de réflexion et de. Mais voilà, c'est le bordel, c'est ce que je me tue à te dire depuis tout à l'heure. Non, non, clairement. Non, mais je suis d'accord. Je suis acquis à la cause. Mais moi, je pense que c'est important de passer à autre chose quand même. Enfin, quand on a écrit Mmh. un livre, que ce soit un premier jet ou une version définitive, bien, au moins, il faut lâcher l'affaire. Enfin, tu passes à autre chose. Enfin, moi, mon roman, Les Concours de la mélancolie, il est fini. J'y retourne pas. De toute façon, il est publié dans l'état, donc j'y retoucherai plus. Et puis même une fois que j'ai fini un premier jet, j'ai pas de souci à, je ferme le document Word et puis je passe à autre chose. Au contraire, j'ai Mmh. souvent très envie d'écrire, mais en 2019, c'était très bizarre parce que j'ai eu l'impression d'avoir aucune idée exploitable, donc j'écrivais très peu. Mmh. Mais en fait, c'est juste une histoire d'avoir confiance en soi et en ses idées, bref. Je pense, ouais. Mais c'est important, ouais, de passer à autre chose. C'est important je sais pas comment dire les choses. C'est pour moi, choisir un nouveau projet, c'est aussi choisir en fonction de ce qu'on veut faire à l'instant T, en fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que moi, mon roman, il correspond à un moment de ma vie. Là, je suis en train de parler, enfin, j'ai écrit 2 projets, un qui parle plutôt de questions maternité, machin, le fait de devenir Mmh. mère ou pas, un autre qui parle plutôt des questions, encore une fois, du travail et du chômage, parce que ça m'intéresse beaucoup, toutes ces questions-là. Euh, Tu vois, c'est en fonction de ce que tu as envie de dire à un moment, quoi. Il faut pas. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui prennent les choses très à cœur quand ils écrivent, qui ont l'impression que leur projet, c'est leur bébé, c'est toute leur vie. Ouais, Et je pense c'est que c'est clair. pas une bonne solution, à mon avis. Il faut prendre beaucoup de recul avec ce qu'on écrit. Des livres, tu vas en écrire, si Dieu le veut, tu en écriras 50 et ce sera super. Et certains seront très bons, d'autres seront moyens, d'autres parleront de sujets complètement différents. Enfin, fermer la porte à un livre, c'est aussi ouvrir la porte à 10 autres. Et c'est super important enfin, tu vois, de se diversifier, d'accepter de passer à autre chose, Ouais, voilà. Mais après, oui, effectivement, c'est aussi une question de faire des choix. Comme je te dis, j'ai du mal à choisir, mais à un moment, toi, tu es l'écrivain, tu es la personne la mieux placée pour savoir ce que tu as envie d'écrire et ce que tu as envie de corriger. Bien Et sûr. puis, on oublie souvent qu'on a le temps aussi. Enfin, on a le temps de choisir des choses, on a le temps de se planter, de recommencer. Moi, c'est quelque chose, je sais pas pour toi, moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai un peu lutté parce que j'avais envie d'aller très vite maintenant, que ça avance. Bah, en vrai, quand tu es dans une activité artistique, il faut savoir se laisser le temps, quoi. C'est ça. En fait, c'est parfois le fait de prendre le temps qui nous fait avoir des idées parce qu'en fait, ça se commande pas. On n'est pas en train de remplir un tableau Excel, tu vois. Il n'y a pas de mal à Mmh. ça, hein. Remplir un tableau Excel, ça peut être très bien, très fun, Mmh. mais écrire un bouquin, du coup, bah, parfois, le fait de prendre du temps, prendre 2 jours off sans écrire, bah, en fait, parfois, ça fait germer plein d'idées. Ça les fait développer ou te les faire voir sous un angle auquel tu n'aurais pas pensé avant. Oui, c'est ça. Ça te permet de prendre du recul. Et Mhm. je dirais même jusqu'à dire que de prendre son temps, ça te permet d'aller plus vite, en fait. Parce que quand tu acceptes de lâcher prise un peu sur ton travail, quand tu acceptes de prendre plus le temps de développer certaines choses, au final, tu gagnes du temps que tu aurais perdu à vouloir aller trop vite, je trouve. Moi, j'ai remarqué ça, en fait, que plus je prends le temps, plus j'avance mieux. Et du coup, je perds moins de temps à corriger des conneries derrière. Mhm. Si ça a du sens. Ouais, Si ça a c'est du logique. sens. Non, c'est très, très logique. Moi, je suis d'accord. C'est intéressant. Oh, merci. Oui, c'est intéressant. Parce qu'en fait, c'est vrai que moi, j'aime bien cette idée-là parce que je reçois quelques messages, j'en reçois pas des millions, mais je reçois quelques messages qui me demandent comment faire, par exemple, pour avoir des idées de bouquins. Du coup, Ouais. moi, je dis, bah, je sais pas trop, je sais pas. En fait, ça dépend de quoi tu veux parler. Est-ce qu'il y a des choses qui tiennent à cœur? Est-ce que tu voudrais écrire un livre pour écrire un livre? Ça dépend. En fait, vraiment, je trouve ça tellement personnel comme réflexion que je conseille des trucs bateaux que tout le monde dit. Regarder des films, lire de la poésie, aller à des expos, tu vois, genre, mais en fait, je ne suis incapable de répondre à cette question. Incapable. Mais moi non plus. Hein, enfin, on ne me l'a jamais posé, moi, bizarrement, cette question-là. On me pose plein de questions, mais le fait d'avoir des idées, mais
c'est un peu, enfin, il faut des idées. Enfin, je veux dire, si t'as pas d'idées, tu peux pas écrire de toute façon. Donc à partir de là, si t'as pas la base, c'est compliqué. Mais ce que je te disais tout à l'heure, c'est en 2019, j'ai pas écrit parce que j'avais l'impression de pas avoir d'idées. Mhm. En fait, je pense que les gens qui ont l'impression de ne pas avoir d'idées, c'est qu'ils ont trop d'idées et que la plupart sont mauvaises. Enfin, pour moi, en tout cas, ça, c'est mon symptôme à moi, c'est que j'avais plein d'idées qui n'étaient pas bonnes. Et en fait, il faut savoir que dans toutes les idées que tu as, on a peut-être 20% qui sont exploitables, en fait, qui vont pouvoir faire une histoire. Parce que des fois, tu es là, tu vois un truc, tu es là, oh mon Dieu, mais il faut que j'écrive un livre sur ça. Alors qu'en vrai, c'est pourri et que tu l'écriras jamais et que c'est pas grave et que c'est très bien, tu vois. Mais ouais, du coup, il faut savoir aussi avoir un peu confiance en ses idées, quoi. Parce que des fois, tu te dis, oh, j'ai cette idée-là, mais c'est pas terrible, et machin. Bah, tu sais pas, prends le temps, prends un papier, fais un peu de brainstorming, vois où ça peut te mener. De toute façon, on dit souvent que l'imagination est un muscle et qu'il faut le travailler, mais je pense que c'est vrai, en fait. Et au-delà du fait que c'est l'imagination, c'est aussi la mise en scène, je trouve, et le fait de structurer des scènes et d'avoir des idées d'enchaînement de scènes. Voilà. C'est plutôt l'enchaînement des scènes, je trouve que c'est un muscle que tu dois travailler. L'enchaînement des idées, c'est pareil. Enfin, pour moi, c'est l'enchaînement des idées pour que ça ait du sens et que ce soit cohérent, ça se travaille, à mon sens. Mais il faut avoir un peu la confiance en soi d'y arriver. Après, moi, je parle pour moi parce que j'ai pas trop confiance en moi, mine de rien. Donc, voilà. Tu vois, ce dont tu parlais tout à l'heure sur le fait que tu voudrais inspirer les gens, etc., bah, en fait, ça avait des réflexions comme ça, tu vois, très, très naturelles, très spontanées, en fait, qui dites avec des bons mots, parfois, génèrent des déclics chez des gens, tu vois. Parce que bon, en fait, ça se trouve, cette idée-là, les gens l'ont, enfin, certaines personnes l'ont, et Attends, ça a coupé. J'ai perdu mon micro. Oui, bon j'ai pas entendu la suite de ta phrase. Pardon. Certaines personnes l'ont, et vu que c'est dans un amas de réflexion, un amas d'idées, en fait, tu ne te rends pas forcément compte que c'est pertinent. Sauf que si c'est dit par d'autres personnes, là, tu te dis, ah, mais en fait, je suis d'accord avec ça. Je le pense aussi, tu vois. Et en fait, ça peut, tu sais, aider les gens un petit peu, aiguiller un petit peu. Ça ne veut pas dire que les gens ont besoin qu'on pense à leur place, surtout quand tu es novice dans l'écriture, tu vois. Mais en tout cas, ça peut donner des idées, mais en fait, des idées que tu as déjà. Tu vois, oui, c'est ça. La question de tu vois, oser l'accepter, surtout ça vient de ta part, de toi, tu vois. Mais moi, je sais que c'est grâce à Internet et grâce aux influenceurs littéraires que j'ai réussi un peu à me booster à écrire, parce que je vais parler de Jenna Moreci, c'est un peu mon idole, c'est un peu elle qui, je sais pas si tu la connais, Jenna Moreci. J'ai vu quelques trucs, ouais. Ouais, bon, alors moi, je les ai bouffées, ces vidéos, monomaniaque de l'enfer. J'ai regardé ces vidéos, moi, 15 fois chacune, enfin, vraiment. Et elle disait des trucs, mais j'avais besoin de les entendre. C'est exactement ça. J'avais besoin d'être inspirée par quelqu'un qui s'y connaît, qui disait juste. Et c'est elle qui m'a un peu fait comprendre que c'est pas grave de mal écrire. L'important, c'est d'écrire. Ça se corrige. Tu peux pas corriger une page blanche, quoi. Tu peux corriger une page où il y a des mots dessus. Mais... Et j'étais là, oh mon Dieu, mais la révélation, c'est que j'avais la lumière en face de moi. J'étais, oh mon Dieu, mais c'est terrible, j'ai compris la vie, quoi. Mais c'est ça que... En fait, pour moi, c'est important de diffuser cette bonne parole, entre guillemets, dans le sens où je pense que les gens se rendent... Enfin, moi, en tout cas, quand j'étais plus jeune, je me rendais malade de ne pas écrire, j'écrivais pas assez bien, c'était nul ce que je faisais, mais il faut incorporer un peu de légèreté dans son travail, je pense. On sera pas plus heureux à travailler comme des forcenés, à être malheureux parce qu'on fait pas les choses assez bien, quoi. Au contraire. C'est clair. Je vais recadrer mon truc parce qu'on voit que mon cou. On dirait que j'ai pas de corps. Si, j'ai un corps. Voilà, je me redresse un peu. Voilà, c'est pas beaucoup mieux. Bon. Ouais, ça c'est une super idée. C'est très cool. Merci beaucoup, Léa. Vraiment, c'est très cool d'avoir des idées comme ça, parce que c'est très cool d'avoir les. Moi, j'aime bien le fait d'avoir le processus qui amène aux idées, tu vois. Et puis comment, parce qu'en fait, le parcours sera jamais le même. Il y a quand même des similarités entre plein d'écrivains, tu vois. Et savoir un peu comment les bouquins, en fait, prennent vie, tu vois. Et comment ça... Moi, c'est ce que j'aime bien savoir, tu vois. Du coup, merci beaucoup de nous avoir parlé de tout ça, parce que tu n'as pas été avare de détails. Ah, mais je suis désolée si j'ai trop parlé. Je t'avais dit que je parlais beaucoup. Hein. Non, vraiment, non, au contraire, c'est très cool. Genre, c'est avec grand plaisir, au contraire. Tu vois, genre, j'ai pas pioché les informations, enfin, à les chercher, tu vois, mais genre, t'as été généreuse avec nous, c'est trop bien. Ok, d'accord. Cool. Ben, non, mais d'accord. Je sais pas quoi dire. Je passe en mode d'accord.
Non, mais il n'y a vraiment rien à dire. En tout cas, c'était vraiment très, très cool de parler avec toi. Ça m'a fait grave plaisir. Ouais, bah c'était cool pour moi aussi. J'ai soif maintenant. Ça donne soif de parler beaucoup. Grave. Bah, t'as parlé pas mal de temps, hein. Pas mal de temps, Ouais. plus que moi cette fois-ci. Bon, ok. Bon, ben Voilà. j'espère que. Ok. D'accord. En tout cas, je te remercie beaucoup et j'ai l'impression qu'on va refaire une autre interview quand tu sortiras ton prochain bouquin. Oui, oui, bah si ça arrive un jour, avec plaisir, avec Ouais, grand plaisir. Ce sera grave, c'est super trop cool. cool. Et puis moi, je t'interviewerai quand tu sortiras ton prochain bouquin. Bah voilà, mais du coup, on est patients tous les deux. Exactement, voilà. On va être patient. Très cool. En tout cas, merci beaucoup et bah, je te dis à la prochaine. Ouais, à la prochaine. Merci à toi. Salut, hein. Ciao. Salut.